bienvenue. Voilà, on est dans la semaine du cinquantenaire de l'ADAPI. Et après déjà pas mal d'événements qu'on a vécu ces jours-ci, ce matin, hier et cet après-midi, voilà, vous avez répondu présent et je vous en remercie à cette invitation donc, sur la conférence « Un habitat adapté pour vivre ensemble ». Alors, je vais être très courte pour laisser plus de temps à nos intervenants, mais simplement dire que parmi les éléments de la vie personnelle qui permettent à tout être humain de se socialiser, alors je peux citer l'école, le travail, les loisirs, la culture, la vie quotidienne, l'habitat est apparu à l'équipe organisatrice du cinquantenaire comme un point fort du vivre ensemble pour la personne porteuse d'un handicap. Un habitat qui peut être innovant et évolutif dans son organisation s'il répond au projet de la personne, on va le découvrir, qui peut s'organiser avec un accompagnement adapté en respectant les besoins et désirs d'autonomie, qui doit favoriser le lien social dans le respect de l'individualité de chacun, qui doit permettre aux parents et familles d'être rassurés pour prendre la nécessaire distance avec leur enfant, un habitat dont la charge doit être en cohérence avec les ressources de celui qui travaille ou qui est en retraite. Alors c'est grâce à tous les intervenants, et je dis bien tous, parce que nous aurons donc des intervenants qui sont venus de loin, le premier et le dernier, je vais les citer, et puis nous aurons aussi des témoignages de personnes accueillies au travail, qui sont actuellement au travail, travailleurs des ZAD, ou à la retraite. Donc tous les témoignages, et vraiment je vous adresse mes sincères remerciements pour votre participation et pour d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Et je suis sûre que vous qui êtes public, vous repartirez avec des idées nouvelles, et convaincu que l'on peut répondre à des besoins sans forcément beaucoup de moyens. Quand je dis moyens, c'est des moyens financiers, pour faciliter aux personnes handicapées une vraie vie avec les autres. Voilà, je voulais être courte. Je vais laisser la parole à M. Gardou et je vais laisser Mathias, donc chargé de communication à l'ADAPI, présenter les intervenants au fur et à mesure. Donc, petit détail technique. Pour les questions, on fera une pause à peu près au milieu de la conférence où vous pourrez poser des questions et après vous pourrez aussi les poser à la fin de la conférence. Donc le premier intervenant qui va arriver ici, c'est M. Charles Gardou, qui est anthropologue et professeur à l'université Lyon 2, qui nous a fait le plaisir de venir jusqu'ici et qui va introduire la conférence sur une réflexion sur une société inclusive et notamment donc, pour le handicap. Alors c'est un plaisir d'être avec vous ici à Vesoul à l'occasion de cet événement, puisque vous fêtez ensemble le cinquantenaire de l'ADAPI. Et je remercie sa présidente de la confiance dont elle m'a témoigné en m'invitant pour cette conférence, Mathias Skubik aussi, qui a beaucoup fait pour faciliter ma venue. Alors nous sommes convenus ensemble que je vous proposerai une réflexion plus large que celle de l'habitat, sur la question de notre société. Vous savez, on parle de plus en plus, vous l'entendez, d'une société que l'on voudrait inclusive. C'est le terme que l'on utilise. C'est vrai que ce concept, il faut l'apprivoiser un peu. Sinon, on a l'impression parfois que c'est une nouvelle mode et qu'il risque alors de perdre son sens et de s'effilocher. Vous comme moi, nous entendons parler d'éducation inclusive, d'école inclusive. On voudrait des pratiques artistiques et culturelles elles-mêmes plus inclusives. On souhaite des politiques, des législations plus inclusives. On aspire à un environnement plus inclusif, à un habitat plus inclusif. Et je pourrais, comme cela, multiplier les expressions aujourd'hui employées. Et dans cette rencontre, vous-même, vous souhaitez un habitat pour vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est déjà l'idée de société inclusive. Alors, comme je disais tout à l'heure, on pourrait suspecter ce concept de société inclusive d'être un nouvel écran de fumée. On se dit, ça peut être une nouvelle musique d'ambiance, comme on en change parfois. Et en fait, on va se demander ensemble ce qu'il faut en penser et le sens qu'on peut lui donner. Est-ce que c'est quelque chose qui vient bousculer nos valeurs et nos pratiques? En fait, les mots, vous le savez, ne sont jamais de l'ordre de la génération spontanée. Ils naissent toujours dans une culture, dans une société, ils prennent racine sur un sol particulier. Alors, est-ce que celui-ci nous appelle à situer à un niveau supérieur nos conceptions de la vie commune? Est-ce qu'il nous demande d'entrer dans une vision renouvelée
de notre patrimoine social et humain, dont les plus fragiles, nous pouvons le constater, sont le plus souvent privés. Est-ce qu'il nous appelle à une autre manière de considérer cette expression de la fragilité humaine qu'est le handicap? Parce que c'est la manière que j'ai de le considérer et je pense que vous le partagerez. Le handicap n'est pas un extraordinaire. Bien sûr que c'est une situation qui n'est pas commune, mais il fait partie des multiples fragilités qui sont les nôtres. Nous sommes tous, que nous disions handicapés ou non, atteints de fragilité. Elles sont physiques, elles sont affectives, elles sont intellectuelles, elles sont de tous ordres. La première d'entre elles étant que dès que nous naissons, nous sommes déjà assez âgés pour mourir. Notre première fragilité, c'est la mortalité. Nous voulons esquiver cette réalité humaine, mais en fait, nous sommes tous tramés de fragilité. Ce qui nous surprend, c'est l'inconscience que nous avons par rapport à ça. Et tout d'un coup, nous marginalisons certaines fragilités, mais en fait, nous sommes pleins nous-mêmes de fragilité. Alors, il nous faut ausculter ce concept-là, cette notion-là. Il ne faut pas l'employer, je crois, de manière aveugle. On le voit, qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de nous et dans les sociétés? Il y a des progrès sans précédent dans le domaine scientifique, technique, dans le domaine de la connaissance de la vie, de l'univers, et ces progrès changent le visage du monde. En tout cas, de manière inégale. Dans certains endroits du monde, ils transforment la vie des hommes. Est-ce que pour autant, les inégalités disparaissent? Non. Elles s'accentuent, ici comme ailleurs. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, l'homme économique fait régner une sorte de loi d'airain qui marginalise les plus fragiles. Il n'y a donc pas régression des processus d'exclusion, il y a progression. Les inégalités s'accentuent et se multiplient. Je le résume comme ça, et tous les sociologues, les anthropologues seraient d'accord avec moi. Il y a des îlots de commodité dans le monde, de confort, qui côtoient des océans d'empêchement. Et je crois que c'est cette coupure, c'est cette dissymétrie, c'est cette injustice qui est un des faits les plus préoccupants de notre temps contradictoire. On progresse de manière exponentielle d'un côté et de l'autre, on est en situation régressive. C'est une carence de notre société, d'autres encore, nous ne sommes pas la seule. C'est une carence, mais plus encore, c'est le signe de ces carences. Songez que le rapport mondial, le premier rapport mondial qui a été publié le 11 juin 2011 à New York, c'est le premier rapport mondial sur le handicap. Il y avait des données, mais elles n'étaient pas objectives, ces données, parce qu'elles ne procédaient pas de recherche avec des protocoles, comme ça a été fait sur les 4 dernières décennies. Que dit ce rapport mondial signé par l'OMS et la Banque mondiale? Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète. 1 milliard sur 7. Nous pensions que c'était 1 sur 10. C'est faux. C'est 1 milliard sur 7 sont atteints de déficiences, qu'elles soient physiques, mentales, psychiques, cognitives. 1 sur 7. Nous ne parlons donc pas d'une petite population homéopathique, mais c'est 1 sur 7. Et vous le savez au premier chef. Quand on ajoute à cela les familles directement touchées, les fratries, les conjoints, les parents, où les résonances sont fortes sur les vies, eh bien, ça fait à peu près 1/3 de la planète qui est concernée par cela. 1/3 de la planète. Que dit le rapport mondial, que je vous recommande de lire? Vous rentrez sur vos internets, premier rapport mondial sur le handicap. Eh bien, que dit le rapport? C'est la plus grande minorité numérique au monde. Elle est en état d'urgence. Elle est en état d'urgence. En soins, en éducation, en accès à la vie professionnelle. C'est pour cela qu'il y a eu aussi la Convention sur les droits des personnes. Vous savez que la France l'a signée et qu'elle l'a ratifiée en 2010. Alors, vous voyez, face à ce paysage, sur quel fondement une société inclusive à laquelle nous aspirons pour nous, pour nos enfants, les plus fragilisés au premier chef, sur quoi peut-elle reposer? Eh bien, en conduisant ce travail dans un ouvrage que je publierai la rentrée prochaine,
Je réfléchis depuis plusieurs mois à cela. Et je me dis, en fait, je l'ai conçu un peu comme un édifice que je vous présente. Je me dis, cette société inclusive, elle repose sur 5 piliers, me semble-t-il. Le premier pilier, je n'en développerai qu'un, mais je vous présente les 5. Le premier pilier, je l'ai formulé ainsi, mais sous forme d'axiome. Un axiome, vous savez, c'est ce qui vaut, ce qui est jugé digne. Eh bien, le premier axiome, c'est que nul n'a l'exclusivité de notre patrimoine humain et social. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'une société n'est pas un club dont certains membres pourraient accaparer un héritage qui appartient à tous. Cet héritage, vous et moi, et les plus fragiles d'entre nous, nous en avons hérité de nos ancêtres. Ils nous l'ont transmis. Ils nous ont transmis l'école et ce qu'elle est, les villes, ce qu'elles sont, les transports et ce qu'ils sont. Nous ne l'avons pas inventé nous-mêmes. On en est héritier et nous continuons, tant que nous sommes de ce monde, à le tisser. Il n'appartient pas de manière exclusive à quelqu'un. Nous n'avons donc pas à dire nous sommes bien bons parce que nous permettons aux plus fragiles d'en profiter. C'est faux, il ne nous appartient pas. Il n'y a pas de débiteur et de créancier. Il n'y a pas de personnes qui pourraient se dire qu'ils sont chargés de donner quelques miettes aux autres. C'est un patrimoine commun. Une société n'est pas un club, n'est pas un cénacle, où certains pourraient dire à d'autres « Vous êtes venus au monde, mais finalement vous êtes empêchés d'en faire partie. Et vous aurez les mêmes droits que nous, vous auriez les mêmes droits que nous si vous étiez comme nous. » C'est majeur. En écrivant cela, j'ai pris conscience que, de manière tout à fait subreptice et insidieuse, ça fonctionne comme ça. On dit, mais les personnes en situation de handicap, ou les enfants, ou les adolescents, il faut bien leur faire une petite place à l'école. On n'a pas à leur faire. C'est leur école. On n'a pas à leur permettre de voyager. C'est leur ville, tout autant que la nôtre. Nous n'avons pas de carte à distribuer. Il n'y a pas de créancier, il n'y a pas de débiteur. Chacun est héritier de ce que notre société a fait de meilleur et de plus noble. Nous n'avons donc pas l'apanage d'accepter tel ou tel ou de le refuser. Je l'ai formulé ainsi, il s'agit dans une société que l'on voudrait inclusive, et c'est pour cela que nous avons à lutter ensemble, de signifier à chaque membre de la société ce qui fait ta singularité, ton âge, ton identité, tes caractéristiques génétiques, tes appartenances culturelles, sociales, tes convictions, tes opinions politiques, tes potentialités, tes difficultés, ton handicap. Rien de tout cela ne peut te priver de jouir de l'ensemble des biens sociaux qui ne sont la propriété de personne. Si nous ne posons pas cela, bien sûr que nous pouvons nous faire plaisir. Nous disons, les écoles sont plus ouvertes, mais elles sont à tous, les écoles. Et si un enfant le nécessite, nul ne peut lui interdire d'entrer dans ce patrimoine qui lui appartient. Qui lui appartient. Et n'appartient pas à ceux qui pensent qu'eux, ils sont normaux et que du coup, ils ont une certaine souveraineté et exclusivité. Si nous ne redisons pas ça dans notre société, nous finirons par l'oublier. Premier pilier. Deuxième pilier, deuxième axiome, deuxième pilier de l'édifice, que l'exclusivité de la norme, c'est personne. Personne n'a l'exclusivité de la norme. Nous sommes tous dans la diversité. Autant que nous sommes ce soir, nous sommes dans la diversité. Et ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot quand nous disons ils sont différents. Et nous, nous ne sommes pas différents. Ce mot, il ne convient pas, ce mot. Ils sont différents. Les gens différents, nous le sommes aussi différents par nos vies, nos projets, nos potentialités. Il n'existe pas de conformité absolue. Et les personnes en situation de handicap ne relèvent pas, comme certains le croient encore, d'un type humain à part. Ils sont comme tous les autres êtres disséminés sur la planète, et ils ne sont pas d'étranges étrangers, souvent que l'on voit flous, que l'on imagine désaffectivés, que l'on imagine lointains.
Et vous le savez, parce que vous le vivez, que souvent l'on identifie à leur syndrome. Celui de Bourneville, celui de Down, celui de Kanner, celui d'Asperger, tant d'autres encore. Et on finit par dire les Down. Quelle erreur! Et puis quel mépris de l'autre. Appeler l'autre par son syndrome ou sa maladie. Qui le voudrait parmi nous?